Malheureusement, il faut continuer à vendre, mais il faut quand même prendre ce virage. Pourquoi? Parce que ton utilisateur, parce que ton client, ton prospect, tout simplement, est digitalisé. Tous on a un téléphone, tous on passe par Internet pour choisir n'importe quel produit. Donc, ça pourrait être un canal supplémentaire d'influence et d'achat et un canal supplémentaire de vente. Mais le fait qu'il y ait le Covid et le fait qu'il y ait le confinement, ça nous a prouvé que finalement, pendant ces temps-là, il n'y avait que ce canal-là qui fonctionne, que le canal digital, que comment toi tu as mis ta marque, comment tu l'as digitalisé, comment cette marque réagit sur les réseaux sociaux, comment cette marque réagit sur son site web, quel profit il faut en tirer. Maintenant, ça touche toutes les entreprises. J'entends bien des gens qui disent oui, moi j'ai une entreprise industrielle, mes usines étaient arrêtées, oui, mais il y avait un temps pour parler de notoriété, pour parler de l'engagement de cette marque en tant que acteur social, etc. Donc il y a toujours quelque chose à faire pour, se démarquer de la concurrence et aussi faire un relief et prendre de l'avance. Donc, les règles du jeu changent, mais le jeu continue à se jouer. Le jeu continue à se jouer. De toute façon, comme je vous ai dit, avec ou sans confinement, il faut travailler son marketing digital. Mais puisque cette marque-là, le Covid est venu d'une façon très, très rapide, la marque doit accepter ces évolutions rapides et de réagir de manière intelligente et réfléchie en montrant à la fois qu'elle est confiante et surtout à l'écoute du marché. Okay. Donc, on a vu aussi qu'il y avait plusieurs entreprises qui ont vraiment improvisé. C'était vraiment les rois et les reines de l'impro. Il y en a qui ont commencé à vendre en ligne. Ils n'ont pas un site e-commerce, mais ils ont commencé à vendre via les réseaux sociaux. Il y a eu au départ tout un statu quo. Donc, le statu quo était oui, je ne vais pas vendre pour l'instant. De toute façon, ça va durer que 15 jours. Donc, une semaine après, le réveil s'est fait un mois et demi après. Allez, commençons à vendre, commençons à parler des gestes qu'il faut sanitaires à prendre, commençons à faire des vidéos, etc., etc. Il y a aussi des entreprises qui ont commencé à dire, OK, vous commentez via WhatsApp et on va vous livrer. Donc, chaque entreprise a essayé de faire ce qu'elle pouvait pour survivre durant ces 3 mois. Disons que 3 mois, c'est vraiment beaucoup pour une entreprise d'avoir zéro revenu et d'avoir des charges à côté. Il y a certaines entreprises où il fallait qu'ils réagissent vite et en plus, la première semaine, les banques par exemple, donc, ils étaient à l'écoute de l'environnement, à l'écoute de l'État, les décrets présidentiels, à l'écoute aussi des lois. Il fallait qu'il innove, il fallait qu'il propose aussi des applications qui peuvent être utiles tout de suite. Et les banques qui ont réagi très, très vite, c'est eux qui ont eu énormément des clients durant ces temps-là. Donc, il y a des entreprises, il fallait qu'ils réagissent plus que d'autres, mais il faut que toutes les entreprises réagissent et pour qu'ils aient une communication qui est acceptable et surtout innovatrice durant ce Covid. On va voir plusieurs exemples tout à l'heure par rapport à cette crise-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est maintenant, comme on dit, les fêtes nettes. Donc, c'est bon, on n'est pas obligé de revenir en arrière et dire ah, moi j'ai rien fait. C'est pas grave, l'essentiel c'est maintenant de se préparer au post-Covid, de se préparer à la reprise et aussi de se dire s'il y aurait un autre jour le même problème, si j'ai une crise, comment dois-je réagir? Ok. Donc, on va voir ensemble des 6 points qui définissent la communication digitale réussie. Mais avant ça, j'aimerais faire un petit envol sur comment faire d'abord une stratégie digitale. À quoi vous devriez penser pour faire une stratégie digitale? Il y en a plein qui pensent que c'est une question de mode.
Oui, je suis en. Ouais, je vais faire les réseaux sociaux. Ah, il y a LinkedIn. Qu'est-ce que je vais faire? LinkedIn, Instagram. Non, mais il y a TikTok qui vient de sortir, donc j'aimerais bien faire du TikTok. Il y a un site web qui est interactif. Je vais faire une vidéo motion design et la mettre. Oui, j'ai pensé à ce méchant, je vais le mettre. Ça s'improvise pas. Il faut avoir un plan, mais un plan bien défini. Il faut commencer, voilà, il faut commencer tout d'abord par la définition des objectifs globaux, c'est-à-dire c'est quoi mon objectif? L'objectif doit, et ensuite, pour quelle cible? C'est quoi, qu'est-ce qu'il faut à ma concurrence? C'est qui ma concurrence? C'est quoi le message que je dois passer, faire passer par rapport à mon produit, par rapport à mon service? C'est quoi? J'ai une entreprise, je suis sûre, je crois à mon produit. Pourquoi moi je crois à mon produit et mes clients n'y croient pas, ils n'achètent pas? Est-ce que je fais refléter, est-ce que je fais refléter cette différenciation et cette valeur ajoutée qu'a mon produit par rapport à la concurrence à ma cible? Les canaux. Et c'est là où on va parler de canaux. Quand on va passer les 4 premières étapes, c'est-à-dire c'est quoi mon objectif, c'est qui ma cible, c'est qui ma concurrence, mais on va penser aux canaux. Et les réseaux sociaux font partie de 10% du digital. C'est pas le digital. Donc, il y a des entreprises, oui, j'ai une page Facebook, j'ai une page Instagram, je suis dans le digital. Je suis désolée. Donc, oui, c'est un début, mais il faut avoir tout ça, il faut avoir un plan pour être dans le digital. Et ensuite, avoir des KPI, avoir c'est-à-dire des statistiques. Qu'est-ce que je dois suivre pour voir est-ce que je suis performant ou je ne le suis pas. Donc, par rapport aux objectifs, il faut que vous ayez des objectifs SMART. Tout le monde connaît c'est quoi SMART normalement. C'est des objectifs, spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et temporellement définis. Spécifique, c'est qu'il il faut pas que j'ai un objectif, par exemple, c'est quoi ton objectif 2020? C'est de vendre. Ça, ce n'est pas un objectif. Moi, j'aimerais vendre. Ou bien, c'est d'être connu. Ce n'est pas un objectif. L'objectif, c'est, oui, mon objectif est de vendre 10 barres de chocolat. Donc, ça, c'est spécifique et mesurable. 10 barres de chocolat. Acceptable. C'est-à-dire il faut pas que je dise si je suis une nouvelle entreprise que je vais vendre 2 millions de barres de chocolat. Ce n'est pas acceptable. Je n'ai pas la capacité ni la chaîne de production pour le faire, etc. Il faut que ce soit un objectif acceptable, mais quand même ambitieux. Je ne vais pas dire une barre de chocolat, je vais la vendre à mon voisin et puis voilà, j'ai atteint mon objectif. Vous voyez? Donc, il faut que ça soit spécifique, mesurable, acceptable, réaliste. Donc, réaliste par rapport à ma chaîne de production, réaliste par rapport à le nombre de commerciaux que j'ai, réaliste par rapport à la capacité de mes commerciaux. Est-ce qu'ils sont assez formés pour qu'ils puissent me vendre telle et telle technologie, etc. Est-ce que réaliste par rapport à la structure que j'ai, réaliste par rapport au marché. Par exemple, si moi, je vends, je dis n'importe quoi, des cartables scolaires, et je vais maintenant, aujourd'hui, les mettre sur le marché, il n'y a plus d'école. Sauf si je vais avoir une bonne stratégie pour avoir des discounts pour dire aux parents, voilà, j'ai un stock, voilà, j'aimerais bien découler pour la prochaine rentrée. Vous voyez le message, comment il peut être différent. Et temporellement défini. Je veux vendre 1 million de barres de chocolat dans 5 ans. C'est-à-dire, c'est mon objectif de 5 ans à long terme. Vous voyez? Donc, il faut que ça soit, il faut vraiment que ça soit donc, spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporellement défini. Un objectif ne doit pas avoir 2 verbes à la fois, c'est-à-dire 2 actions à la fois. J'aimerais vendre et être connu. Donc, ça, c'est 2 actions à la fois. Il faut avoir un objectif primaire, un objectif secondaire. J'aimerais développer ma notoriété, j'aimerais vendre plus, etc., etc. Et les objectifs vont aussi avec la taille de l'entreprise. Une TPE ne peut pas avoir 10 objectifs à la fois. Elle n'a pas assez d'effectifs pour le faire. Donc, une grande entreprise, elle peut peut-être avoir 5, 6 objectifs parce qu'elle a énormément de directions, etc., etc. Ça pour les objectifs. Pour mes cibles. Et c'est un des points les plus importants parce que des fois, par exemple, si moi, je vends un produit par rapport à une cible, c'est-à-dire, je dis n'importe quoi, je vends des cartables aussi, et des cartables pour femmes d'affaires, femmes et hommes d'affaires. Comme je suis une femme, je vais un
peu diriger toute ma communication pour les femmes parce que j'ai une petite, voilà, parce que j'ai une petite tendance à 1000 les femmes et comme je suis aussi une femme d'affaires, j'essaye de dire, ah, qu'est-ce qu'elle a vraiment besoin une femme d'affaires, etc. Donc, je pousse les messages plutôt vers les femmes que vers les hommes. Sachant que les hommes peuvent peut-être plus acheter que les femmes dans ce domaine-là que les hommes. Et là, par rapport, parce qu'on est humain, par rapport à moi, comme directeur d'une TPE, je vais orienter mes messages vers la jante féminine, alors que non, qu'il faut que peut-être à 70% que ce soit vers la jante masculine et 30% vers la jante féminine. Le fait que je le fasse, c'est qui mes acheteurs, et je travaille réellement ce qu'on appelle, nous, en marketing, les personas. Je travaille réellement sur mes personas, c'est-à-dire c'est qui, quel âge ils ont, quelle musique ils écoutent, quel device, c'est-à-dire quelle technologie ils ont, etc., etc., etc. Là, je vais travailler. Et c'est quoi leurs attentes, c'est quoi leurs intérêts, pourquoi ils choisissent ma marque, pourquoi ils choisissent la marque de mon concurrent, etc., etc. Donc, j'essaie de travailler sur ces fiches-là. Une fois qu'elles sont dressées, là, je vais dire, ah, c'est qui mon acheteur, mon acheteur primaire? Et là, je vais essayer d'orienter ma communication envers cet acheteur primaire qui me rapporte plus d'argent, sans oublier les acheteurs secondaires, bien sûr, parce que si on veut les augmenter ou augmenter ce ratio. Maintenant qu'on a les objectifs et qu'on a nos cibles, il faut la concurrence. Quel marché ils sont? C'est qui mon concurrent principal? Qu'est-ce qu'ils font pour communiquer? Je vais essayer de faire une veille concurrentielle pour faire après un mapping de positionnement et me dire, voilà, mes concurrents sont positionnés ici, ici, ici. Hop, j'ai un petit carré qui n'est pas exploité. Peut-être que je vais lancer un nouveau produit pour cette cible, pour cette niche qui n'a pas été servie. Exemple. Donc ensuite, c'est quoi le message de mon produit, de mon c'est quoi mon message? Si je peux savoir c'est quoi ma plus-value de ma marque, c'est-à-dire c'est quoi la différenciation, qu'est-ce que j'offre que les autres n'offrent pas? C'est quoi ce qu'on appelle en marketing la différenciation du produit ou la plus-value? Qu'est-ce qui se démarque en fait? Quand je fais un questionnaire, si quelqu'un achète ce verre ou bien ce verre, les deux, je peux boire de l'eau ferme, les deux, je peux les remplir pour faire quelque chose, mais dans la tête, voilà, celui-là fait les couleurs, voilà, j'aime bien les pingouins, etc. Je peux boire du café, ça me donne, il y a plein de verres avec de beaux messages, etc. Ça donne la pêche. Donc, le matin, donc je vais plutôt prendre head le verre pour du café ou head pour l'eau. Donc, c'est quoi ma plus-value? C'est le design, etc. Et je serai capable head de l'acheter, de rajouter 10 dinars plus que celui-là, par exemple. Donc, et là, mon message, je ne vais pas dire oui, buvez de l'eau en toute sécurité. Bon, je dis n'importe quoi en toute sécurité, mais voilà, buvez de l'eau, etc. Je vais dire, voilà, c'est un verre qui te donne la pêche, qui te fait sourire, etc. Donc, c'est ça ma plus-value par rapport à ce verbe. Donc, voilà, juste pour... j'ai improvisé un exemple comme ça. OK? Maintenant, on arrive au canot. Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi les actions que je dois faire? Est-ce que je dois faire un site web? Est-ce que je dois travailler sur mon SEO, sur mon inbound marketing, sur mes réseaux sociaux, sur la publicité en ligne, sur la gestion de contenu, etc. De toute façon, on va s'attarder sur chaque point pour que je puisse faire après mesurer. Donc, vous voyez, vous vous rappelez de là, quand on avait dit les objectifs doivent être mesurables. Je veux vendre 10 tablettes de chocolat. Et bien là, vers la fin, je vais dire, est-ce que réellement j'ai vendu 10 tablettes de chocolat? Si j'en ai vendu 5, pourquoi? Si j'en ai vendu 12, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi les lessons learned? C'est quoi les KPI? C'est Key Performance Indicator. Ou bien en français, c'est les performances clés. Performances clés, indicateurs. Les indicateurs, voilà. Performances clés, bon, j'ai oublié, pardon. Key Performance Indicator. Donc, c'est quoi les bonnes
les bonnes pratiques que j'ai fait, les lessons learned, qu'est-ce que j'ai mal fait pour que je ne le refasse plus, est-ce que mon équipe est qualifiée, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je puisse arriver à mon objectif, et qu'est-ce que j'ai mal fait, j'ai bien fait, et je le garde et je vais exceller. Vous voyez, et j'optimise, et après je reviens, objectif, pas cible, etc., type de la concurrence, et ça c'est en permanence. Et ce que je viens de vous présenter, ce n'est pas que sur le marketing digital, c'est pour le plan de communication, c'est pour le plan de marketing, c'est en fait, pour n'importe quelle action que vous voulez faire pour votre entreprise ou bien même pour votre vie personnelle, on peut suivre Headlaco. OK? Donc là, vous êtes prêts, et admettons, juste pour vous dire que cette phase-là, ce que je viens de vous présenter, ça peut prendre des mois et des mois pour le faire, parce que des fois, il nous faut des études de marché pour voir comment le client perçoit ma marque, etc. Donc, il me faut aussi de l'aide peut-être d'externe pour pouvoir établir réellement ma cible, parce que la cible, elle peut ne pas être compréhensible du tout par le owner, par le propriétaire de l'entreprise. Et ça, croyez-moi que c'est vrai. Il y a des entreprises qui ils pensent que leur cible est là alors qu'elle est là, carrément. Donc, ils sont étonnés, ils te disent, oui, moi, ça fait 20 ans ou 30 ans que j'ai cette entreprise et voilà, c'est ça ma clientèle. Oui, ta clientèle, il y a peut-être 20 ans et 30 ans, mais maintenant, ça ne l'est plus. Il faut qu'on fasse une petite, à chaque fois, un petit rafraîchissement dans notre base de données, dans notre façon de réfléchir. Et c'est pour ça que faire appel à des consultants, parce qu'ils ont un regard extérieur. Si je prends Bimo, par exemple, en Algérie, Bimo quand on était petit, il y avait un seul gâteau, tout le monde le mangeait, on le prenait dans toutes les circonstances, que ce soit joyeuse ou... Bref, Bimo a évolué. Maintenant, est-ce que Bimo, avant les années 80, 80, peut-être début 90, il avait comme cible l'Algérie? C'est aussi simple que ça, les Algériens. Leur concurrent direct, c'était les mamans, parce qu'ils faisaient des gâteaux à la maison. Voilà. Maintenant, la cible a évolué. La cible a évolué. Elle commençait à avoir d'autres concurrents locaux et d'autres concurrents qui sont à l'étranger, donc pour des gâteaux de l'import. Est-ce que Bimo a toujours l'Algérie comme cible? Non, non, pas que l'Algérie comme cible. Ils commencent à vraiment, leur cible a été rétrécie. Maintenant, c'est qui achète Bimo? Est-ce que c'est la classe socio-professionnelle A, B, C, D, etc. Je ne pense pas que la classe socio-professionnelle A achète toujours Bimo, mais peut-être la classe socio-professionnelle B, C. Et ils ont aussi une petite niche, il faut qu'ils exploitent. Ça, je parle sans études de marché, je n'ai jamais Bimo à il faut qu'ils exploitent le cible qui est la nostalgie. On a fait un jour à Montréal toute une étude par rapport à un ancêtre, Bimo, la même chose comme Bimo. Et même si les prix étaient très bas et puis la qualité n'était pas aussi bonne, mais comme tous les Québécois prenaient le produit, donc on a fait une campagne axée sur la nostalgie. Comme Hamoud, par exemple, des fois il le fait, donc axé réellement sur la nostalgie pour dire aux personnes, même si maintenant tu peux te permettre de prendre d'autres gâteaux beaucoup plus bons, beaucoup plus qualitatifs, etc. Mais j'ai prend le bimon, il fait les footballeurs et trempe-le, tends-le, mange-le, et puis voilà. Et ça a réussi au Québec. Donc voilà comment on peut un peu mesurer. Là, on passe directement à la deuxième étape de notre webinaire. Et là, on va s'attarder un peu. Je pense que vous êtes là pour ça. Donc voilà, c'est les canaux de communication digitale. Moi, j'aimerais aborder les 6 points. Donc, du site web au SEO, inbound marketing, réseaux sociaux, publicité en ligne et gestion de contenu. Ça fait partie de 70% de ce qu'on a avec le digital. Il y a le CRM qui manque, il y a plusieurs choses qui manquent, mais le plus important est là. Donc, commençons par le premier point qui est un site web. Le site web, c'est toute une discussion autour de ce point. Pourquoi? Parce qu'il y en a plein maintenant qui pensent que le site web,
n'est plus. C'est-à-dire, il vaut mieux ne pas avoir un site web parce que les réseaux sociaux sont là. Est-ce vrai? Non. Juste pour vous dire un petit point, je ne vois pas votre fenêtre de chat maintenant, donc je vais essayer de la voir comme de temps à autre pour voir s'il y a des questions, mais je répondrai à vos questions vers la fin. Donc, le site web performant. Un site web, est-ce que c'est bon d'avoir un site web? Donc, c'est bien de se poser cette question. Avant toute action, est-ce que c'est bon que j'ai une page Facebook? Est-ce que c'est bon d'avoir une page TikTok? Est-ce que c'est... Ou je préfère que vous ayez un ou deux canaux, que vous réussissez un ou deux canaux de ce que je vais vous présenter que de tout faire et de ne rien réussir. Le site web, de un, donne de la crédibilité. Donc, de la crédibilité à l'entreprise. Je vous donne juste un exemple. Imaginez que demain, vous postulez dans une entreprise et voilà, que ce soit du B2C ou là, le B2B, vous allez postuler et hop, vous allez avoir vous allez avoir le nom de l'entreprise, bien sûr, vous postulez et vous vous dites, oh, j'aimerais bien quand même creuser un peu ce qu'il y a dans cette entreprise, c'est quoi leur service. Vous allez où? Est-ce que vous allez dans les réseaux sociaux? Non. Vous allez voir le site web. Imaginons que vous ne trouvez pas de site web. Est-ce que vous allez penser juste 2 secondes, ah, peut-être cette entreprise n'existe pas ou elle n'est pas sérieuse, etc. Donc voilà, donc le site web donne de la crédibilité à l'entreprise. Okay? Ça, c'est au niveau des clients, au niveau de vos prospects, au niveau de vos collaborateurs, des futurs talents que vous voulez embaucher. Okay? Maintenant, au niveau du web, c'est que Google a besoin de toutes ces informations-là pour que vous puissiez apparaître dans les premières pages et vous pourrez être crédible. Après, on va voir ça dans le SEO. Le site web, donc je vous ai mis ici entre guillemets à droite, à la croisée du web design et de l'expérience client utilisateur, UX et utilisateur. C'est quoi le web design? Il faut que votre site soit beau et techniquement aussi Google friendly. Ce qu'on appelle, c'est que Google, pour que vous sachiez, عندهم des standards. Donc les standards, on les suit. Donc, même au niveau fonctionnalité technique ou la design, on les suit pour que il ne va pas les flaguer, c'est-à-dire il ne va pas nous dire que votre site web n'est pas performant. Si quelqu'un cherche sur la barre de recherche, je ne vais pas le mettre en première page de Google parce qu'il n'est pas performant. Donc, le web design est important parce que maintenant, tout le monde a un site web. Il faut que, une fois que je rentre dans ton site web, ça me donne envie d'y rester. Sachant que personne ne passe 20 secondes dans une page, pas plus que 20 secondes. On scrolle, on voit si c'est vers mobile, on scrolle, et hop, on essaie de trouver l'information vite fait pour qu'on puisse cliquer et en sortir. Rares sont les sites web où on rentre en passe du temps, sauf si leur web design est sympa. Les messages qu'ils offrent sont sympas. Des fois, on rentre dans le site web, oh, vraiment, le site web, ça me gêne beaucoup, et on passe du temps. OK? Donc, si on a un bon design et l'expérience client, c'est quoi? C'est que l'information que mon client cherche, il faut que ça soit accessible et rapidement. Donc, il faut que l'expérience offre une belle expérience, elle soit optimale, qu'on lui offre des raccourcis dans le site web pour trouver l'information. Et aussi, des fois, il y a aussi l'expérience qui passe par des simulations 3D, c'est-à-dire, je vais acheter une chemise, je vais voir comment elle va sur un mannequin, je vais la tourner, je vais zoomer, etc. Donc, tout ça, c'est une expérience client. Donc, le site web, il faut qu'il y ait une stratégie de contenu adaptée, une architecture ergonomique et bien pensée. Donc, il faut que l'architecture et le design du site soient bien pensés. Il ne faut pas prendre n'importe quel template d'Internet qui sont gratuits et changer juste les informations et dire que j'ai un bon site web. Non. Est-ce que le template a été pensé pour ton entreprise? Oui ou non? Est-ce que moi, je veux mettre le qui sommes-nous après mes services? Est-ce que je veux juste mettre mes services au départ et qui sommes-nous à la fin? Est-ce que l'identité de mon entreprise passe par moi ou passe par toute mon équipe? Parce qu'il y a des coachs, par exemple, personnels où c'est, par exemple, si je suis coach, c'est Neila Meknassi qui est coach et
mettre ma photo, il faut que je me mette en avant dans mon site web. Même si mon site web ne s'appelle pas Naila Meknassi. Okay, il s'appelle Motivation, par exemple, mais Motivation, c'est Naila Meknassi qui est la coach. Mais MEX, qui est mon entreprise maintenant, on est 10 collaborateurs en tout. MEX, ce n'est pas moi, c'est moi et c'est tous mes collaborateurs. Donc, quand on va dans mon site web, il faut que ça reflète tous mes collaborateurs, mes services, etc. Je ne vends pas ma personne à moi, je vends toutes les personnes qui travaillent pour MEX. Voilà. Un design de qualité, on a parlé. Un responsive design, c'est-à-dire que, sachant que 70% des personnes utilisent le smartphone pour pouvoir se connecter, 70%, ou bien plus, ça dépend. Donc là, il faut que mon site web soit ce qu'on appelle responsive design, c'est-à-dire adapté au téléphone, à la tablette, à l'ordinateur, au desktop, etc., à tous les screens. Et là, il y a des technologies pour pouvoir que ce site-là soit responsive design si on ne veut pas opter pour une application, etc. OK, donc le site web, il faut qu'il soit, comme on dit dans le langage jeune, il faut qu'il claque. Il faut que dès qu'on rentre le site web, est beau, il est beau à voir, etc. Là, c'est certaines idées pour les sites web qui sont épurés, pas beaucoup de messages, ok? Mais attention, il faut que votre site web ait au moins 300 mots par page, au moins, pour que Google doit se dire que c'est un site web riche, ce n'est pas que des images, les gens quand ils rentrent, ils trouvent quoi lire, ok? 300 à 500 mots par page. Donc là, par exemple, si vous voyez Clickberry, ici, c'est une agence aussi web, je pense. Donc voilà, il montre une réalité. Donc là, c'est la convivialité. On travaille toujours sur le stress, etc. Avec un petit click sur action. Donc là, c'est la page d'accueil en haut. Hein. Il y a tout il y a la mode aussi de tout ce qui est linéaire, cubique. Voilà. Cubique, non, mais linéaire, donc des carrés, des rectangles, etc. Ça fait épurer, ça fait organiser, etc. Par exemple, qui en bas, ils vendent le couteau suisse, je pense que c'est un couteau suisse, voilà. Et ils vendent que ça. Donc, ils l'ont mis au départ, voilà, avec les caractéristiques, ils l'ont mis pratiquement comme on met une voiture. C'est aussi beau que tellement bien présenté que voilà, on veut l'acheter. Sinon, il y a l'animation. Maintenant, on voit beaucoup ce qu'on appelle l'animation comme ça, donc c'est des trucs dessinés, ou bien on appelle ça le motion design quand c'est en vidéo. Donc ça, c'est un peu les tendances qu'il y a sur le web vitrine. Okay. Maintenant, sur le site web e-commerce, qui dit e-commerce dit la vente de produits. Donc, la vente de produits, ce qui différencie le site vitrine d'un site e-commerce, c'est vraiment le bouton acheter. Et si je veux acheter un bouton, il faut que je vois très, très bien comment on appelle ça, mon produit. Donc, par exemple, il y a la robe, il y a la robe, elle se voit de notre teint, de l'or, de billets, et aussi, il y a une femme qui la porte pour vous dire, voilà, c'est la robe portée, qu'est-ce qu'elle donne, etc. Donc là, il y a différentes façons pour vendre. Soit on met en avance les caractéristiques, soit on met en avance le produit avec un petit descriptif avec toutes les couleurs, donc tout dépend. Un site e-commerce, il faut qu'il soit réellement adapté à votre cible et que le produit soit lui-même vendeur commercial de lui-même et surtout le prix qui soit affiché, les couleurs, la disponibilité pour que la personne soit autonome à 100%. Donc voilà. Nous, par exemple, chez Lex, je pense qu'on a, je ne sais pas combien de sites on a développé juste un mois et demi de début de confinement parce qu'il y a plusieurs entreprises qui voulaient être là et vendre en ligne. Donc, là, c'est juste quelques statistiques. Donc, 7 internautes sur 10 ne retournent pas sur un site si leur première visite sur ce dernier a été jugée désagréable. Vous imaginez? Donc, 7 sur 10. Vous perdez 7 clients sur 10 si votre site n'est pas performant. 40% taux de rebond moyen est acceptable. C'est quoi le taux de rebond? On voit ça pour Google Analytics. Donc, là, Inch'Allah, un jour, on va faire
un autre webinaire, comment analyser les données, etc., sur différentes plateformes sur le digital. Le taux de rebond, c'est quoi? C'est que Google Analytics, ou bien quand on veut calculer combien de visiteurs on a sur le site web, c'est quelle page qui plaît le plus, etc., on installe ce qu'on appelle Google Analytics sur notre site. Il nous donne énormément de statistiques. L'une des statistiques les plus importantes, c'est le taux de rebond. Donc, le taux de rebond, c'est quoi? C'est que la personne, par exemple, ça nous arrive souvent quand on joue avec notre téléphone, on est en train de jouer, hop, il y a une pub qui apparaît, on clique sur cette pub et le site web s'ouvre. Et hop, on quitte le site web. Donc, le taux de rebond, c'est ça. C'est combien de personnes le site web. Donc, ils sont rentrés, ils sont ressortis tout de suite, ressortis du site web. Donc, si moi, une personne rentre et sort tout de suite, ça veut dire qu'elle n'est pas qualifiée. C'est pas ma cible. C'est pas ce que je recherche. Donc, le taux de rebond, c'est le nombre de personnes qui sont rentrées et sorties aussitôt. S'il est supérieur à 40%, donc il faut que je me pose des questions sur la performance de mon site. Ou bien sûr, sur ce que je suis en train de faire, c'est que je me trompe carrément de cible, ou bien que ma page d'accueil est complètement, comme on dit. Donc, il faut la refaire, que ce soit plus ergonomique, etc. Attention, les 40% sont seulement si on fait pas de la publicité en ligne. Parce que si on fait de la publicité en ligne, elle peut aller jusqu'à 90% et c'est acceptable. Okay? Parce que la publicité en ligne, il y a tellement de répétitions, bref, même trop, c'est un autre registre, mais 40% si on ne fait pas de publicité en ligne. 88% des internautes ayant rencontré des problèmes de performance sur un site ne retournent pas. Donc, ça rejoint un peu la première statistique. 48% affirment que le design d'un site web est le facteur numéro 1 pour la crédibilité d'un business. Mais des fois, un des clients est un site web, mais il est dépassé, il n'est pas beau, les images sont pixelisées, etc. Ça reflète pas réellement leur business. Ok? Le référencement naturel. Donc, je suis sûre que pratiquement tout le monde sait c'est quoi le SEO. Donc, Search Engine Optimization, tout simplement, c'est l'art de combiner plusieurs techniques afin de propulser votre site web à la première page d'un moteur de recherche. Donc, le SEO, c'est quoi? Vous avez ici un screenshot de voyage pas cher, ok? Tout ce que vous trouvez qui est encadré en rouge s'appelle le SIA. Le SIA, c'est quoi? C'est je paye Google par clic pour qu'il puisse me montrer mon annonce, le moteur de recherche. Donc, là, c'est payant. Donc, vous trouvez soit ad ou la annonce ou la différence de couleur. Ça vous donne une idée, est-ce que l'entreprise a payé ou pas pour être la première. Donc, les premières places sont réservées pour les gens qui payent. En Algérie ou bien au Maroc, là où il n'y a pas beaucoup de concurrence, et je pense en Algérie, il n'y en a vraiment pas de concurrence, le SIA. Donc, c'est normal si vous allez mettre maintenant n'importe quel voyage ou donc voyage, il y a Booking qui est là, c'est sûr. Mais si vous mettez par exemple formation, peu importe, vous n'allez peut-être pas trouver des annonceurs algériens qui font du SIA, c'est normal parce que la conjoncture n'offre pas réellement d'opportunités pour les entreprises pour le faire parce qu'il faut payer en devise, tout simplement. Donc, comme il n'y a pas de facilité de paiement en Algérie, en devises, etc., donc les entreprises n'ont pas les moyens pour faire, sauf si vous passez par une autre firme, mais il y a des agences qui ont la capacité de le faire. Donc, le SEO, c'est quoi? Ce n'est pas payant, c'est le Search Engine Optimization, ce qu'on appelle le référencement naturel ou le référencement organique. Donc, voilà, c'est tout ce qui vient après le SEO. Ok, donc si moi je vais mettre formation ou la voyage, celui qui vient après le SIA qui mène à Leclerc Voyage, ça veut dire qu'il a un très très bon site selon les standards de Google et selon les techniques que Google demande. Et il travaille énormément sur son contenu pour qu'il puisse être propulsé la première page de Google. On ne peut pas malheureusement concurrencer, par exemple, Wikipédia, par exemple, Amazon, etc. Donc, les réseaux sociaux.
Donc, n'allez pas voir votre agence web pour lui dire je veux la première place. La première place. Impossible qu'il puisse vous dire oui, je vais vous mettre la première place. Je vais vous mettre la première page de Google, oui. Parce qu'il ne peut pas concurrencer les grandes de ce monde, sauf s'il est voilà, un crack du SEO et qu'il produit du contenu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je ne pense pas qu'il puisse arriver à concurrencer, par exemple, Wikipédia. OK? Donc, le SEO, c'est ça. Comment que ma page soit, mon site soit dans les premiers résultats, les moteurs de recherche. Sachant que 70% des gens cliquent sur les 3 premiers liens, 30% sur les autres, personne ne va pratiquement, sauf si vous êtes chercheur, à la 2e page et à la 3e page de Google. Moi, il y a une blague que je dis tout le temps, c'est que c'est où est-ce qu'on peut enterrer quelqu'un et que la police ne s'en aperçoit pas, c'est la 2e page de Google. Donc, ou bien la première page de Bing parce que personne ne va à Bing. OK? Donc, c'est le SEO. Maintenant, quelques petites statistiques. 76% des chercheurs, des recherches web se font sur Google. 76%. Donc, c'est le pionnier dans tout ce qui est recherche. Pourquoi c'est 76 et pas 99%? Parce que ce n'est pas accessible il y a Baidu en Chine. Et les Chinois sont 1 milliard et quelques. Et la Russie a aussi son propre moteur de recherche, etc., etc. Mais en général, Google, c'est le pionnier. Donc, si vous voulez travailler sur votre SEO, ne cherchez pas loin, on va optimiser seulement pour Google. Seule la première page intéresse près de 75% des utilisateurs. Près de 50% des recherches se font par la recherche vocale et j'aimerais faire une halte ici. Donc, vous savez que la recherche vocale, elle a évolué d'une façon significative donc, ces dernières années. Donc, c'est quoi la recherche vocale? C'est le petit micro que vous avez sur Google et vous lui demandez quelque chose, que ce soit Google ou YouTube. Si vous avez des enfants, c'est ce qu'ils font. Ils ne savent pas ni écrire ni lire, mais ils demandent à Google et YouTube de mettre leurs dessins animés préférés. Cette génération-là, elle va, dans quelques années, elle va être une génération adolescente. Et même adolescente, elle va être après jeune. Et elle va avoir un revenu. Donc, elle pourrait être nos prospects et nos clients. La recherche vocale, pour cette génération, elle va être naturelle. Qui sans prendre attention à ce que j'ai mis un accent, etc. Google et on est sûr qu'il va nous corriger, etc. Il va nous comprendre. Donc, eux, ils ne vont même pas passer par là, ils vont passer par la recherche vocale. Donc, dans votre site Internet, si vous prévoyez le refaire ou le faire, essayez vraiment d'intégrer de la recherche vocale parce que surtout si vous faites du e-commerce, ça pourrait être un plus et surtout pour les générations à venir. Donc, il y a 20 ans, il y avait, je pense, 56% d'erreurs, la reconnaissance vocale. Maintenant, elle est seulement de 6%. Donc, elle comprend. Les machines sont devenues tellement intelligentes qu'elles comprennent le dialecte, elles comprennent. 86% des personnes utilisent Google Maps pour se rendre à destination. Donc, il faut mettre à jour vos Google My Business, vos plaquettes Google Maps de votre entreprise avec les photos, avec les renseignements, les horaires, etc. Parce qu'il y en a plein qui l'utilisent. Moi, en Algérie, quand je viens en Algérie, j'utilise que ça parce que déjà, les routes, à chaque fois, elles te l'eau. Donc, j'utilise que ça, que le Waze. Waze ou bien Google Maps, c'est la même entreprise. OK, donc essayez vraiment d'utiliser ça. Et j'ai vu que tous les Algériens, moi, de mon entourage, utilisent ça. C'est aussi pour dévier l'encombrement, pour voir combien, pour le trafic, etc. Donc, essayez vraiment d'optimiser ça. 90% des personnes sont influencées par les résultats des moteurs de recherche pour leur choix de marque. Par exemple, moi, je vais écrire formation en ligne, Techfleza, il y a la première. Et donc, voilà, ce serait plutôt qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, pardon, j'ai été distraite. Voilà, donc moi, si mon site web, j'y travaille pour qu'il soit dans les premières pages de Google, j'aurai plus de clients, plus de prospects, sachant que
on croit beaucoup plus Google, ce qu'il va nous donner comme résultat, que de voir une publicité en ligne. Donc voilà. Ça aussi, le fait que ton site web soit en premier sur le moteur de recherche, sur la première page, ça nous donne une idée sur que vous êtes une société ou une entreprise qui anime du contenu, qui offre quelque chose de plus, etc. Donc, là, il y a un niveau en plus, on appelle le SXO. C'est quoi? C'est le Search Experience Optimization. C'est quoi? C'est quand on a un bon design, on offre une bonne expérience dans notre site web et en plus, on travaille avec des techniques pour le faire apparaître en première page de Google, on va gagner vraiment en visibilité grâce déjà à référencement naturel afin de rendre votre site plus populaire auprès des publics cibles sur les moteurs de recherche. On améliore l'expérience de navigation proposée par votre site afin de séduire les internautes. Donc, l'objectif est de maximiser le temps passé sur votre site et les amener à passer à l'acte. Donc, remplir un formulaire, acheter un nouveau produit, prendre contact avec vous, etc., etc. Donc, le fait que vous excellez dans ces trois composantes, que ce soit le SEO, le design de votre site web et aussi l'expérience que vous offrez à vos clients dans votre site web, c'est-à-dire commander sans vous voir, avoir un compte. Si vous faites du B2B, chacun a son compte, il va voir les commandes passer, il faut générer des factures, il peut voir. Ça offre une performance globale. Et là, on a vu le Covid, des entreprises qui ont ça, ils ont ramassé énormément de clients. دابا ما عنديش ارواح باش تشوف les produits ولا هاك نبعثهم لك par WhatsApp, etc. Sachant que WhatsApp, on va le voir après, c'est un excellent aussi canal de vente et surtout en Maghreb. Ok? Je sais qu'il y a énormément d'informations, mais essayez juste voilà, d'écrire certains mots-clés et vous pouvez après, il y a énormément de livres qui parlent de ça. On passe à un autre, c'est le inbound marketing, donc l'emailing et le marketing automation. Je vous assure que c'est surtout le inbound marketing et le marketing automation. Ces deux-là, normalement, on doit faire une journée ou deux de formation ensemble pour pouvoir les comprendre. Mais comme je vous ai dit au début, je vous donne juste des mots-clés. Je vais essayer de survoler les termes pour que vous puissiez, de un, que ce soit clair pour vous, et deux, pour que vous puissiez soit challenger votre département marketing, challenger votre agence, etc. Donc, de un, c'est quoi le inbound marketing et c'est quoi le marketing automation? C'est pour avoir des leads. C'est quoi un lead? C'est avoir un prospect qualifié ou un client. C'est-à-dire que moi, j'offre une formation en ligne, j'aimerais avoir des inscrits. Si une personne qui s'inscrit, ça s'appelle un lead. S'il y a une personne qui va quand même, elle va s'inscrire et suivre la formation, c'est que c'est un lead qualifié et c'est un client. Si une personne va s'inscrire seulement, c'est un lead quand même qualifié parce qu'elle ne s'est pas inscrite juste par loisir. Elle voulait être présente, mais elle ne pouvait pas l'être. Et je vais pouvoir, après, la cibler, la cibler avec une autre formation et sûrement elle va être présente. OK? Donc, le inbound marketing, je vais vous lire ces 4 phrases et après, je vais vous expliquer en profondeur c'est quoi l'inbound marketing, marketing automation. Si vous avez un site web, c'est pour ça que je dis un site web vitrine, juste pour avoir un site, ça ne sert à rien. Il faut que vous le rendez vivant. Donc, rendre le site web performant et convertir les visiteurs en clients. On va voir quoi. Politique de donnant-donnant. Je vous donne un bon contenu, vous me donnez vos coordonnées. OK? Campagne d'emailing, on sait tous c'est quoi les emails. Donc, quand on va avoir une base de données pour avoir tous les emails de nos prospects, pour après faire au moins des campagnes d'emailing plusieurs fois par jour, la semaine ou une fois par semaine pour envoyer un contenu qui est performant et, à nos clients pour pouvoir après le convertir. L'automation des emails tout au long du processus d'achat client. C'est quoi l'automatisation? C'est quoi le marketing automation? Par exemple, moi, je vais faire, admettons, voilà, je vais prendre l'exemple de l'ESA. L'ESA vous a annoncé va avoir un webinaire. Okay? Inscrivez-vous. Vous vous êtes inscrit.
Là, vous avez donné l'autorisation à l'ESA, voilà, que voilà, je m'inscris, voilà mon nom et voilà mon email, voilà mon numéro de téléphone, etc. Maintenant, moi, j'ai vos emails, donc l'ESA a vos emails, elle se dit, oui, cette population-là, elle est intéressée par les webinaires et je vais essayer de lui envoyer, si j'ai un autre webinaire, de lui envoyer. Bon, là je ne sais pas ce que les vont faire, vont faire ça, mais je vous donne seulement d'ailleurs, je vous donne seulement un exemple. Donc, j'ai une base de données d'email des personnes qui sont intéressées par les webinaires. La prochain webinaire que j'ai, je vais leur envoyer un email. Au lieu que je le fasse manuellement, j'essaie, il y a tellement maintenant de plateformes qui offrent l'automatisation de ces emails, de dire que, voilà, j'ai un entonnoir, l'entonnoir là, donc dès que, par exemple, dès que les internautes se transforment en visiteurs intéressés, moi, je vais offrir un signal avec la plateforme pour qu'elle puisse envoyer un email. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Voilà, bienvenue dans mon site web. Voilà ce que vous allez trouver, blablabla. Bla, 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 bla. Une fois que je sais que le prospect a peut-être rempli un formulaire, il commence un peu à s'intéresser à ma marque. Donc, je vais encore automatiser mes emails. Je vais dire, pour toute personne qui a rempli le formulaire, il faut leur envoyer tel contenu. OK? Si c'est mes clients, déjà, je ne vais pas leur envoyer un email disant salut, vous ne connaissez pas voilà ce que ma entreprise offre. Ils savent déjà ce que l'entreprise offre. Donc, je vais essayer d'aller encore plus en profondeur pour dire que ce service-là a été, voilà ce qu'on offre, c'est quoi les nouveautés, c'est quoi les choses que vous ne connaissez pas, c'est quoi les mesures de sécurité qu'on a prises pour le Covid, par exemple, etc., etc. Vous voyez? Donc, vous avez comme un entonnoir. Et à chaque phase de ce entonnoir, je peux personnaliser automatiquement mes emails pour qu'ils puissent aller à ce segment de clients et pas à l'autre. Okay? À mes clients déjà fidèles et pas aux clients qui se sont inscrits seulement une fois, ils n'ont suivi aucun webinaire. Aux clients qui ont suivi 10 webinaires et j'aimerais leur donner un bon, si je fais une formation gratuite, de leur donner moins de 10% sur cette formation. Vous voyez? Donc, je peux réellement rendre cette base de données hyper dynamique et leur offrir surtout un bon contenu pour qu'ils puissent, à chaque fois, pour qu'ils voient mon email, ils l'ouvrent quand même. OK? Par exemple, ça vous est tous arrivé, par exemple, si vous voulez acheter, par exemple, un Jumia ou là, peu importe, des produits, vous remplissez votre panier et vous abandonnez votre panier. Voilà, vous n'allez pas conclure l'achat. Vous allez souvent, une journée ou 2 journées après, recevoir un email de chez Jumia pour écrire vous avez abandonné votre panier, j'en vous offre 10% de plus, pourquoi vous l'avez abandonné, voilà, vos articles vous attendent, passez à l'achat, etc. Tout ça, c'est automatisé. Et ça vous donne ça vous donne l'idée que cette entreprise-là, elle vous offre le meilleur des services, etc., etc., mais tout est automatisé et pensé à l'avance. Donc, l'inbound marketing marche un peu avec. On peut faire de l'inbound marketing sans faire du marketing automation, ou bien l'emailing. Mais l'emailing, quand j'ai mis ça, c'est d'une façon un peu manuelle. Mais l'inbound marketing, c'est quoi? Je vous offre un contenu. C'est vraiment la gestion de contenu. Si j'ai un site vitrine et je suis un vulcanisateur, est-ce que mes offres vont évoluer dans le temps? Je vais juste une fois avec le formulaire, qui sommes-nous, c'est quoi mes produits, etc. Et c'est tout. Je ne vais pas l'animer parce que je n'ai pas la capacité de l'animer et de deux, je n'ai pas d'informations pour l'animer. C'est les mêmes informations. Okay? Donc, ce qu'on suggère tout le temps, c'est de rajouter un blog à votre site vitrine pour que celui-ci soit animé. On rajoute tout ce qui est article, on rajoute tout ce qui est on dit aux gens, voilà, essayez de on dit aux personnes, voilà, on a une nouvelle équipe, par exemple, à vous présenter. Je laisse mes collaborateurs écrire des articles.
et ils le signent à leur nom, c'est toujours gratifiant et ils vont sûrement aussi le partager dans leurs réseaux sociaux parce qu'ils seront contents. Donc, ce blog-là, il doit être animé. Par exemple, si je suis toujours un vulcanisateur, voilà, six conseils voilà, pour que vos roues soient toujours performantes, vous évitez la crevaison, etc. Et les gens, c'est quand même du contenu qui peut être lu. Okay? Et Google aime bien aussi qu'il y ait un site avec, parce que qu'il y ait un site avec une actualisation, qui soit toujours actualisé. Parce que si vous vous rendez compte, comme une sur Google, vous êtes en train de chercher un mot-clé, il y a toujours jamais, mais il y a réellement un contenu 96, 2000, 2005. Toujours, c'est le contenu JDID ou LOL. Donc voilà, votre site doit être toujours avec du bon contenu. Et le fait de faire du inbound marketing, de faire une bonne gestion de contenu sur votre site, ce n'est jamais gratuit pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de dire à votre client, je vous donne 6 conseils pour garder vos roues intactes. Si vous voulez lire encore plus, ou là, si vous voulez télécharger cet article, ou là, si vous voulez qu'on vous l'envoie dans votre boîte, voilà, laissez-nous juste votre email, il va être envoyé. Et hop, il rentre dans votre entonnoir. Les internautes, ils se transforment en visiteurs intéressés pour qu'après, vous allez, avec la base de données, l'utiliser jusqu'à ce que vous allez transformer ces clients, ces prospects en clients et pourquoi pas ces clients en ambassadeurs. OK? J'espère que j'ai été claire. Sinon, je répondrai à vos questions après. Quelques petites stats. Donc, 57%, de 57 à 70% des acheteurs B2B, donc ceux qui achètent, c'est de business to business, donc d'entreprise à entreprise, font leur recherche sur le vendeur avant de passer à l'acte d'achat, entre 57 et 70%. Donc, cherche sur Google avant de passer à l'achat. Même s'il vous connaissent, il va chercher quand même s'il y a des reviews, c'est-à-dire de commentaires négatifs, etc., etc. Les entreprises qui ont un blog actif, c'est-à-dire 2 articles par mois, génèrent plus de leads, c'est-à-dire de visiteurs qualifiés, que les entreprises qui ne maintiennent pas du tout de blog. Par contre, les entreprises qui ont un blog qui les fait 5 à 6 fois par mois, ils doublent leur lead. Okay? Les entreprises qui utilisent le marketing automation augmentent de 451% la qualification de leur lead. 451%. Et je dis souvent, ici au Maroc, j'habite au Maroc en parenthèse, ici au Maroc, là, en Algérie ou dans les pays en voie de développement, qu'il n'y a pas assez de conscience que le marketing digital offre énormément d'opportunités parce que ces statistiques-là, c'est des statistiques qui sont européennes ou américaines. Donc, vous imaginez le chiffre que vous aurez en Algérie parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font ça. Donc, vous allez être l'un des premiers à faire ça et vous allez carrément fidéliser vos leads. Donc, vraiment vous suggère de faire du inbound marketing. Si vous voulez voulez pas faire du marketing automation, je comprendrai parce que c'est des plateformes voilà, qui sont payantes ou bien c'est des plateformes aussi, votre équipe n'est pas assez qualifiée pour pouvoir maîtriser tout. Donc, vous faites du inbound marketing avec l'emailing manuel, c'est-à-dire vous avez votre base de données, vous envoyez des emails. Il ne faut pas que vous ayez il faut commencer quelque part, il ne faut pas que ce soit parfait. Okay? Votre liste de l'emailing se détériore chaque année de 25%. Faites très attention, vous avez une liste d'emails, dire vos clients, déjà vous imaginez que les gens changent énormément de numéro de téléphone. Alors là, les emails, ils mettent comme les trucs de spam, etc. Donc chaque année, elle se détériore de 25%. Si vous avez une liste ou vous achetez une liste d'emails qui dure depuis 2016, ce n'est pas la peine de l'acheter parce que ce n'est pas très actualisé. Là, c'est une idée de comment faire le inbound marketing. Par exemple, on a demandé directement un email pour pouvoir recevoir des inspirations. Ici, l'inscription à la newsletter, mais pourquoi s'inscrire à la newsletter? Il faut dire aux gens, voilà, il y a des nouveautés, des techniques d'utilisation, etc., etc. Vous allez recevoir plein d'informations gratuites de chez nous. Maintenant, ce qu'on appelle des livres blancs, c'est-à-dire je vais, moi, en tant que marketeur,
écrire un manuel qui est 10 pages, par exemple, de la présentation. 10 pages, je vais un peu l'approfondir et je vous dis, si vous voulez avoir gratuitement 6 conseils pour pouvoir voilà, mieux réussir votre stratégie digitale, téléchargez, c'est gratuit, c'est pour vous, et hop, vous allez mettre un email et moi j'ai une base de données. OK? Ici aussi, voilà, c'est tout un livre donc, on ne fait rien pour rien, c'est sûr. Je ne vous dis pas que tout le inbound marketing, vous devez le convertir en coordonnées. OK? Faites très attention à ça. Vous pouvez quand même animer votre blog. Le plus important, c'est que les gens aient compris le site. Maintenant, de temps à autre, mettre, si vous voulez voir ça, si vous voulez télécharger ça, parce que le client, mais vous voulez que vendre. OK, on a fini avec avec le inbound marketing et le marketing automation. Donc maintenant, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, donc pensez toujours à des plateformes où se trouvent vos clients. Ne faites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Donc, si vous avez vos clients LinkedIn, Facebook, allez-y seulement sur LinkedIn, Facebook. Si vous avez des clients sur Instagram, seulement sur Instagram. Il ne faut pas que vraiment que vous dépensiez beaucoup d'énergie à penser à tous les réseaux sociaux parce que chaque réseau social a son temps. Chaque réseau social a sa façon d'interagir et à ses codes. Donc, pensez à la plateforme où se trouvent vos clients. Est-ce qu'ils sont sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, LinkedIn, etc., Pinterest, etc., etc. Comment ils interagissent avec ces réseaux sociaux? Donc, est-ce qu'il y a énormément d'interactions sur Facebook? Est-ce qu'ils demandent beaucoup plus de conseils sur Facebook et sur Instagram? Ils demandent beaucoup plus de lifestyle. Par exemple, ma société MEX, j'ai 3 réseaux sociaux. J'ai LinkedIn, donc, qui est vraiment du B2B. J'ai Facebook. C'est axé sur, on fait des quiz, on fait en fait, Facebook, on l'accès parce que le texte, ouais, il le fort, donc on écrit assez de bons textes avec une image qui l'accompagne. Mais par contre, Instagram, si vous voulez me voir ou voir mes collaborateurs, c'est-à-dire notre vie quotidienne sur Instagram, on met notre lifestyle ici au bureau. OK, nos sorties, etc. Donc, c'est MEX, c'est-à-dire du 8 lifestyle. Et vous allez voir comment on vit. Donc, parce que une entreprise, si elle veut faire confiance à un cabinet marketing, il fait confiance à l'expertise, il fait aussi confiance à l'équipe. C'est qui? Est-ce que c'est que des stagiaires? Est-ce que non, c'est quand même des personnes qui sont qualifiées, etc., etc. Donc, ils veulent voir aussi de la bonne joie, de la bonne humeur. C'est qui est en train de prendre soin de leur marque? Ils ont confié à qui leur marque? Donc là, c'est important. OK? Donc, à quelle heure de la journée sont-ils sur les réseaux sociaux? L'heure est importante, vous la trouvez aussi dans les statistiques de chaque réseau social. Généralement, en été, c'est 21 heures qu'il faut poster. OK? 21, si c'est du B2B, il y a des heures, par exemple, ça dépend à quelle heure ils rentrent au bureau. Il y a le pic d'atmach parce que dès qu'on est en train de manger ou là, il y a aussi l'après-midi. Mais généralement, je vous suggère toujours la nuit. Parce que les gens dorment et la première chose qu'ils font avant de dormir, c'est prendre le téléphone. Okay? Chaque public a ses particularités. Il vous faudra observer les comportements de vos followers pour bien comprendre ou à quelle heure vous pouvez toucher au maximum votre audience cible et surtout quel contenu produire. Comme je vous ai dit, là, mon entreprise, chaque réseau social, il a un contenu bien spécifique. Donc, on fait généralement jamais du copier-coller, c'est-à-dire qu'on ne trouve jamais les mêmes posts parce que ce n'est pas la même cible qui nous suit sur Instagram, qui nous suit sur Facebook. Et aussi, si c'est la même cible, ils vont trouver une redondance. Donc, il faut toujours essayer de personnaliser chaque website, chaque plateforme sociale. TikTok, c'est le dernier. Si vous avez une entreprise si vous avez une entreprise vraiment qui suit la tendance, qui a comme cible, pardon, tout ce qui est adolescent, c'est-à-dire adolescent ou là, même moins. Normalement, les réseaux sociaux, c'est 13 ans et plus, mais on s'entend qu'il y a plusieurs gamins qui ont des réseaux sociaux, donc entre 10 ans et 16 ans.
ou bien vous êtes un producteur de musique, ou bien vous êtes TikTok, il est en plein effervescence. Donc, il faut savoir l'utiliser. Ils offrent réellement de très bonnes choses, mais il faut savoir vraiment l'utiliser. OK? Je vous donne un petit peu les chiffres. C'est janvier 2019. Donc, il y a 22 millions d'utilisateurs en Algérie de Facebook. Il y a plus de garçons que de filles. Donc, 62% d'hommes, 38% de femmes. Instagram, donc 4,4 millions d'utilisateurs. Donc, 59 toujours, les hommes beaucoup plus. Twitter, 60, il y a peu de tweets. La twittosphère en Algérie, elle n'est pas très importante, mais sachez que même au monde, elle n'est pas importante, mais la twittosphère, elle est hyper engagée. C'est-à-dire que vous allez trouver plus d'utilisateurs fidèles à Twitter que même s'ils sont peu, qu'à Facebook, même s'ils sont beaucoup. Vous voyez? 2,35 millions Snapchat, LinkedIn 1,8 et LinkedIn aussi bien utilisé que le B2. Là, je ne suis pas en train de vous dire que Facebook est plus important quand vous allez voir les chiffres. Je suis en train de juste vous présenter les chiffres et à vous, après, de voir quel réseau social vous intéresse pour votre entreprise. Là, l'avant-dernier volet, c'est la publicité en ligne. La publicité en ligne, c'est quoi? Vous voulez prendre un raccourci pour avoir plus d'audience. Même si votre page fait 100 fans ou 100 followers, vous pouvez, grâce à la publicité en ligne, mettre de l'argent sur votre compte Facebook, Instagram, YouTube, Google ou peu importe, et hop, avoir 1 million de personnes qui vous suivent, 1 million de personnes qui voient votre publication, 1 million de personnes qui vont voir votre offre. Tout dépend du budget que vous avez. La publicité en ligne, c'est réellement un succès. Pourquoi? Parce que c'est un ciblage publicitaire qui est incomparable. Vous imaginez, vous allez mettre un panneau d'affichage dans une ville, ou bien juste ou bien avec l'argent, le mettre sur de la publicité en ligne pour vraiment cibler les quartiers, cibler les aéroports, par exemple, avec plusieurs créatifs. Je ne dis pas que la publicité traditionnelle est dépassée. Non, les campagnes publicitaires, il faut toujours avoir un combo, c'est-à-dire si vous êtes si vous êtes Danone, vous faites de la télé, vous faites de la radio, vous faites de l'affichage et vous faites du digital. Ce qui est bien avec les TPE, si vous êtes une petite entreprise et vous ne pouvez pas faire ni la télé ni l'affichage, l'Internet, la publicité en ligne est vraiment faite pour vous. Parce que c'est des petits budgets en général et on essaye, on fait des tests, on essaye d'optimiser, etc. Donc voilà les avantages de la publicité en ligne. C'est un ciblage publicitaire incomparable. Je peux même dire que voilà, je vais cibler toute personne qui habite à Oran et qui habite à Oran et Alger, qui aime Hasni. Aussi pointueux que ça, réellement, qui aime le live. Moi, j'aimerais juste des personnes qui aiment le live, c'est tout. Donc, vous voyez, donc c'est vraiment le ciblage est tellement précis que par ville, par sexe, c'est-à-dire que les femmes qui ont entre 25 et 27 ans. Voilà, c'est très précis. Des publicités Facebook au budget maîtrisable, donc vous pouvez maîtriser. Par rapport à un panneau publicitaire, vous allez mettre une seule fois pendant un mois et vous regardez la courbe de vente après, est-ce qu'il a eu de l'effet ou pas. Facebook, la publicité en ligne, donc on l'optimise chaque jour. On va voir est-ce que on a fait un bon placement à ça, non, on change, on rajoute le budget, on diminue l'enchère parce que tout se passe par l'enchère. On diminue l'enchère du clic, etc. La publicité en ligne peut être analysée et optimisée. Atteindre les bonnes personnes au bon moment. Donc, quand ils sortent leur téléphone, je suis en train de l'atteindre avec le bon message. Okay? En plus, encore mieux, si par exemple, je visite votre site web, vous pouvez faire une publicité pour recibler toutes les personnes qui ont visité votre site web. Donc, on met un code, un pixel sur votre site web et on sait toutes les activités qu'il y a sur votre site web. Si vous remplissez votre panier et vous l'abandonnez, je peux vous écrire un email grâce au marketing automatique que vous avez fait un email, un panier, vous l'avez abandonné. Comme je peux vous cibler, vous dire, vous savez quoi, je vous offre un coupon de 10%.
Vas-y, achète. OK? Calculer son ROI, donc on calcule notre retour sur investissement. J'ai mis tant, j'ai gagné tant, est-ce que la publicité a été rentable pour moi? Sachant qu'il ne faut jamais croire que la publicité est toujours rentable dès les premiers mois. Il faut toujours tâter le terrain, voir l'audience, etc., etc. Avoir un impact immédiat, ça c'est vrai. Assurer la visibilité de votre marque et annoncer localement ou globalement que vous existez. Pourquoi faire de la publicité en ligne? Parce que malheureusement, maintenant, surtout Facebook, on dit toujours que build an audience organically, donc on construit une audience d'une façon naturelle et organique et sans payer. Tout pay to play. Il faut payer pour jouer dans les réseaux sociaux. Quand on était en 2011 et en 2012, vous voyez le graphe ici, il y avait énormément de considération pour le organic reach. Okay, pour l'audience organique et naturelle. Quand je postais quelque chose, il y a peut-être 26% de mon audience qui interagissait et qui voyait ma publication. Mais en 2017, ça a complètement réduit. Donc, même si j'ai 1 million de fans et je poste quelque chose, il n'y a pas énormément de personnes qui la regardent. Pourquoi? Parce que Facebook veut de l'argent, veut que tu payes pour arriver à ce stade-là. Donc, j'aime beaucoup le graphique maintenant. Donc, ici, c'est le oui, le like, et après, donne-moi de l'argent, et après, si tu veux jouer, eh ben, il faut payer. OK? Donc, je ne dis pas qu'il faut toujours payer. Si on veut faire de la différence sur les réseaux sociaux, il faut avoir une bonne gestion de contenu. Il faut avoir du contenu de qualité. Il faut savoir parler à ses clients. Il faut offrir aussi de belles vidéos, de belles images, des recettes, si vous êtes dans le cosmétique. Il faut toujours pas seulement vendre. Si vous avez une page Facebook, Instagram, seulement pour vendre, vous faites fausse route. Donc, voilà, je vends ceci, je vends cela, venez, etc. Non, il faut inspirer. Il faut prendre votre secteur d'activité et donner des conseils, offrir un contenu gratuit, faire des vidéos qui sont sympas socialement engagées, etc., etc. Donc, définissez toujours les objectifs marketing. Vous voyez des cibles donc l'objectif commercial et les cibles. Donc, les cibles, chaque cible, vous lui dites, la cible, voilà le contenu d'IALA, la cible, voilà le contenu d'IALA. OK? Définissez les objectifs marketing du contenu et faites-les coïncider avec vos objectifs commerciaux. Créez du contenu pour chacune de vos cibles. Okay? N'oubliez pas les cibles. Donc, une cible qui est à 70% importante, on fera à 30%. À 30%, il ne faut pas aussi l'oublier. 70%, elle va faire 70% des publications. Et pour ça, pour pouvoir faire ça, il faut que vous ayez un plan d'exécution. C'est-à-dire que début du mois, je vais faire les contenus de toutes mes pages, tous les réseaux sociaux. Chaque début du mois, je sais ce que je vais publier dans mes réseaux sociaux par jour. Le contenu, que ce soit texte ou image, c'est bon, il est préparé. Il faut juste que je le programme. Pourquoi il faut programmer à l'avance? Pour pouvoir un peu avoir de l'avance déjà pour travailler sur des objectifs bien définis. Mais si chaque jour, on a tracé, qu'est-ce que je vais publier? Je m'en non, ça ne fonctionne pas comme ça. OK? Il faut que vous ayez des objectifs, il faut que vous ayez comment on appelle ça? Des publications suivant chaque cible et chaque objectif. Pourquoi? Parce que demain, si vous allez faire un événement ou l'événement, vous ne savez pas trop, vous allez avoir un peu de liberté à faire ce qu'on appelle des publications spontanées. Mais en même temps, en ne perdant pas le fil que vous avez déjà établi les autres publications. OK? Donc, un contenu gratuit de haute qualité, il ne s'agit pas de dire à votre audience achetez maintenant, mais de montrer votre valeur et de créer de la confiance avec votre public cible. Par exemple, on a un calendrier de publication, 5 publications par semaine. Claire, je vais les faire pour intéresser si je suis dans le cosmétique, des astuces beauté, etc. Ou je les demande pour vendre. Voilà le rouge à lèvres que je vends, voilà le make-up que je vends. OK?
Donc, voilà. Donc, il faut qu'il y ait une balance entre du contenu qui intéresse, sachant que le contenu et les conseils, vous allez toujours les brander en haut avec votre marque. Donc, moi, je suis en train de lire des conseils qui n'ont rien à voir avec vos produits, bon, qui comme influent le secteur d'activité, et en même temps, l'être humain fait, le cerveau humain fait la liaison entre avec le logo et le conseil que vous me donnez, et vous me donnez encore plus envie de vous suivre. OK? Créer donc un plan d'exécution compte tenu du calendrier de publication aux idées, planification et suivi, et privilégier le contenu vidéo et animation. Donc, voilà des idées de contenu, les podcasts, les newsletters, ateliers vidéo et tutoriels, recettes et menus, livres électroniques et magazines en ligne gratuits, planificateur et calendrier, tutoriels vidéo, success story des clients ou études de cas. Si vous êtes dans le B2B, ça marche vraiment. Voilà ce qu'on a fait pour des clients, voilà les chiffres qu'on a réalisés. Bien sûr, il faut demander son avis. Contenu faisant référence à la culture populaire de masse, contenu des blogs professionnels, etc., etc., des belles images, des belles illustrations, des statistiques qui peuvent être utiles. Surtout, je dis au Maghreb, en Algérie, il y a un manque aussi de statistiques. Donc, si vous cherchez, si vous mettiez, vous êtes dans le B2B, vous mettiez des cas, des études de cas algérienne, vous allez intéresser énormément de monde, que ce soit sur votre site web ou dans les réseaux sociaux. Et voilà, merci beaucoup. On arrive à la fin. J'ai respecté le temps, donc 1 heure et demie. Ça va. Donc, je prends vos questions. J'espère que vous avez aimé ce webinaire. J'aimerais bien aussi voir vos questions. Donc, Amel, tu es là? Amel ou Shakib? Je ne sais pas, est-ce que vous êtes là? Donc, je vais lire un peu vos questions. Merci de nous avoir suivis. Bon, merci pour votre intervention. Merci à vous. Oui, Neila, on est là. Il y en a au moins 2-3 questions, me semble. Ok, je suis en train de lire. Donc, je vais juste agrandir le. Alors, si on peut prendre peut-être le message qui a été édité de Monsieur Khaled. Ok, donc, Monsieur Khalid Barisha, c'est ça? Bonjour, madame. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour le temps de professionnalisme accordé. Merci à vous. Vous trouvez comment les avantages pour un self-employé après Covid en Algérie, sachant que le marché est vraiment fermé, peu d'argent qui circule sur le marché. Et si vous pouvez citer les domaines qu'on peut accéder à tirer quelque chose avec les conditions du marché algérien. Donc là, vous me posez vraiment une question de politicien. Parce qu'il faut vraiment voir la conjoncture, l'économie qu'il y a totale, mais je pense que le monde entier maintenant est dans le même statut. Donc, encore plus, voilà, que ce soit l'Algérie ou ailleurs. Maintenant, ça dépend maintenant de votre expertise, votre domaine maintenant d'activité. Comment? Comment, Ahmed? Bon, donc là, il y a tout ce qui est digital, tout ce qui est technique, tout ce qui est livraison. Maintenant, c'est tout le monde qui se réinvente. Je vous raconte quelque chose, une anecdote, juste à raconter hier par mon beau-père. Donc, il me dit, tu sais, etc., etc. Et il me dit, mais je ne fais pas confiance parce que voilà, je ne sais pas ce que c'est trop traité. Et là, il y a quelqu'un qui a mis dans un rond-point qui est hyper achalandé. Il a stationné sa voiture, ok. Il a sorti son presse-café, je pense que c'est professionnel, et il a des verres et il vend du café. Donc, la première fois qu'il a vu mon beau-père, il avait dit non, je ne vais pas acheter parce que je ne sais pas ce que c'est propre. Le gars avec la bavette, voilà, il inspire confiance, etc. Et hop, la deuxième journée, son café, il a pris du café de chez lui. Donc, se réinventer, l'innovation, toujours se dire que, et j'ai toujours, quand je donne des formations en Algérie, j'ai toujours quelques personnes qui me disent toujours la même chose, c'est quoi? Mais ce que vous présentez n'est pas valable pour l'Algérie. Ah, mais en Algérie, c'est pas comme ça. Détrompez-vous. Tout ce que j'ai présenté, tout est accessible et valable en Algérie.
à vous d'innover, à vous d'intéresser. Les Algériens sont hyper consommateurs, c'est un peuple qui consomme. Intégrer de l'innovation, de quelque chose qui se démarque, quelque chose qui va être in, etc. Donc c'est à vous de voir comment réinventer votre métier pour pouvoir suivre la vague. Et je vous donne une statistique qui est véridique. Donc, il y a un des big boss de ce monde est parti à la Silicon Valley. Donc, Silicon Valley, c'est là où il y a toutes les entreprises qui ont bien réussi, des startups. Il y a Facebook, Google, Nike, tout le monde est à Silicon Valley. Et ils font tout ce qu'on appelle des voyages entre guillemets touristiques, mais pour les visites de ces entreprises. Donc, les entreprises, par exemple, Facebook, tu y vas, il y a une personne qui va t'accueillir pour te présenter Facebook, etc. Donc, et surtout pour les présidents et les directeurs qui se disent qu'on ne va pas prendre le virage digital parce que ce n'est pas pour nous, ou bien qu'ils ne savent pas le faire, ils vont aller voir les entreprises qui, ça fait même pas 10 ans, ils n'existaient pas, qui sont les maîtres de ce monde. Donc, ce directeur-là, quand il a vu, il est parti voir ces entreprises-là, quand il est revenu, c'est un Français, il avait dit, j'ai appris que mes employés, il faut qu'ils changent de travail chaque 18 mois. Et moi, je trouve que juste cette réflexion, elle est très, très profonde. Chaque 18 mois, on doit se réinventer. Parce que peut-être, dans 18 mois, notre travail n'existera plus. Donc, il faut toujours se réinventer, toujours, toujours, et suivre la vague et ne pas dire que ça, c'est pas pour nous, là, ça, c'est dépassé, ou là, ça, c'est pour les jeunes, etc. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question, même si elle était en dehors un peu du contenu que j'avais présenté. Donc là, ok, j'ai une question. Merci pour votre presse. Merci à vous. Quand on est une cible, quand on a une cible non homogène au niveau de l'âge, surtout comment construire un site qui va intéresser les vieux et les jeunes. Non. On ne peut pas avoir une cible aussi hétérogène. Si on a une cible aussi hétérogène, ça veut dire que notre cible, c'est tout le monde. Comme j'ai parlé de Bimo, notre cible, c'est tout le monde. Coca, par exemple. Mais même à ça, Coca, elle arrive à avoir une cible qui aime le Coca-Cola Light. Je ne sais pas si c'est une visite d'ailleurs, Coca-Cola régulier, les Coca-Cola de Cherry, etc. Et ils ont même pensé à faire le Coca-Cola zéro parce que le Coca-Cola Light attirait que les femmes, alors que le Coca-Cola zéro, c'est le même produit. Ils ont juste mis un packaging plus viril et ils ont réussi à atteindre la jante masculine. Donc, il faut faire ce qu'on appelle, quand on a parlé de cible, il faut faire une segmentation. On a la segmentation, par exemple, je vais prendre l'ESA comme exemple. On a une segmentation qui est jeune ou bien qui viennent de terminer leur étude, etc., et qui préparent leur master ou peu importe, 10 ans, une segmentation entre 20 et 25 ans, donc de ces personnes-là. On a une segmentation professionnelle qui sont les entreprises à qui on fait comment on appelle ça, les formations continues. Donc, si je suis les âges, j'ai deux sites bien distincts. Donc, si je rentre dans le site, je peux même avoir le bouton. On l'a fait d'ailleurs pour un client il n'y a même pas 15 jours. C'est un bouton par là. Si vous êtes étudiant, un autre bouton si vous êtes professionnel. Okay? Maintenant, si on cible tout le monde, ça veut dire qu'on rentre dans la consommation de masse et on peut quand même avec ça voir c'est qui la tranche d'âge la plus importante et refléter surtout dans les réseaux sociaux, se dire que peut-être qu'on va faire TikTok et Snapchat pour les jeunes, orienter ça pour les jeunes et Facebook un peu plus soutenu, etc. Donc comme je ne connais pas la nature la nature de votre produit, mais on peut toujours faire une segmentation. Ayant en tête Coca-Cola à chaque fois. Est-ce qu'un replay va être envoyé au post webinaire? Je ne sais pas, je vais voir avec Annelle après. Bonjour, contenu très intéressant. Comment peut-on passer outre le système anti-spam pour améliorer la conversation dans les campagnes d'emailing? Donc là, ça dépend. Maintenant avec qui vous faites. Donc, Madame Camélia. Il y a énormément maintenant, par exemple,
il y a énormément de plateformes qui offrent l'emailing. Donc, il y a des plateformes où il faut faire juste activer l'anti-spam et essayer vraiment de voir toutes les. Je vais vous envoyer, si vous voulez, après une petite vidéo pour vous montrer comment optimiser et avoir de l'anti-spam. Mais normalement, chaque plateforme, elle doit travailler pour faire de l'anti-spam, pour améliorer le côté de l'anti-spam. Sinon, et ça, je le recommande des fois. J'envoie un emailing hyper professionnel avec des images et des boutons, etc. Super beau. Des fois, j'ai un taux de spam de 30%. Okay? Et quand c'est une information hyper importante et j'ai envie d'avoir, par exemple, du monde dans mon événement, eh ben, j'envoie un email de ma boîte personnelle, quitte à que ce soit vraiment un texte. Je joue avec les couleurs et je mets le même email que j'ai envoyé avec un email directement de ma boîte professionnelle en mettant pas en copie tout le monde, en mettant en copie cachée tout le monde. Donc voilà, ça c'est pour que vous dites que voilà, j'ai peut-être atteint les personnes que je n'ai pas pu atteindre par l'emailing normal. J'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, Amina, Madame Amina Belmahmoud, quand est-il de la stratégie marketing digital pour une entreprise publique de service public qui n'a pas de concurrence ni de produits à vendre, qui n'est pas commercial, c'est-à-dire une offre de service public? Ben, on peut toujours orienter la stratégie digitale vers l'information. La stratégie digitale, ce n'est pas que pour vendre, c'est pour ça que c'est aussi pour l'information, pour inspirer, pour pour rendre un peu l'entreprise à caractère social, c'est-à-dire faire du bénévolat et faire des campagnes. Au Maroc, il y a une entreprise en télécommunication qui fait vraiment un système de bénévolat qui est très, très réussi. L'entreprise, elle est Inuit, c'est celle de télécommunication, et elle a vraiment une bonne campagne associative qui est très intéressante. En plus, ils ne signent même pas Inuit, mais bien sûr, on voit leur couleur, donc on imagine que c'est eux. Donc, vous pouvez toujours faire autre chose que vendre, ou bien même si vous vendez, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'inbound marketing n'est pas fait que pour vendre, il est fait pour inspirer. Et, comme on dit toujours, séduire au lieu qu'imposer. Donc, j'espère que j'ai répondu, Amina, à ta question. Amazouz Tamilia, bonjour, s'il vous plaît, ma question, comment voyez-vous le marketing digital dans 10 ans? Est-ce que son utilisation va augmenter davantage ou bien au contraire va diminuer et même disparaître? Est-ce que la télé va disparaître et les radios et les journaux? Déjà, les journaux papier ont disparu. Impossible que le digital disparaisse. Et c'est juste impossible. Au contraire, il faut juste se voir nous-mêmes. À chaque fois, quand je dis il faut se voir nous-mêmes, ok? Est-ce qu'on peut ne pas utiliser ça? Non. Donc, dans 10 ans, ça va être encore pire. Puisque le consommateur utilisera toujours ça, utilisera toujours Internet, donc toutes les entreprises vont se convertir et vont être peut-être que 100% des pure players. Pure players, c'est quoi? C'est utiliser que Internet pour vendre. Amazon, il n'a pas été rentable. Il y a 2 ou 3 ans, il n'a jamais été rentable. Maintenant, c'est je pense, l'entreprise la plus rentable au monde. Donc, Alibaba, etc. Donc, tout va être digitalisé. Maintenant, pour votre question, il y a des métiers, oui, qui vont disparaître, malheureusement. C'est pour ça que je dis se réinventer chaque 18 mois, suivre la tendance. Je dis toujours à mes graphistes, vous savez quoi, il y a tellement de plateformes pour faire de belles choses toutes seules maintenant, que faites attention à votre métier. Il faut toujours vous réinventer, toujours. Aller vers la vidéo, faites des choses un peu plus compliquées que la machine ne peut pas faire pour le moment. Donc, faites très attention à ça. Non, le marketing digital ne va jamais disparaître, mais des métiers, oui, ils vont disparaître. Voilà. Pour l'entonnoir que vous avez affiché, y a-t-il des statistiques sur le taux de transformation des visiteurs sommet l'entonnoir véritable ambassadeur? Oui, bien sûr qu'il y a plein de statistiques. Je vous invite à voir avec bien sûr, corps de métier et les secteurs d'activité. Donc, je ne peux pas vous mettre des statistiques, sachant que je ne connais pas votre secteur d'activité, mais Internet est bien riche. Vous pouvez juste mettre inbound marketing ou la conversion marketing automation avec votre secteur et vous allez avoir énormément de choses à dire.
C'est pour Monsieur Rachid. Imen, bonjour Madame Leïla, c'est pour ce que j'aimerais seulement savoir la différence entre le marketing digital et le marketing numérique. Ok, très très bonne question Imen, je t'en prie, ça m'a fait plaisir de vous retrouver, faites le webinaire et c'est la même chose. Donc marketing digital, marketing numérique. Digital c'est seulement normalement en anglais, c'est digital marketing. Donc normalement en anglais on le dit, c'est juste en français, après on a dit marketing numérique. Il faut en français dire numérique, ne pas dire digital. Donc c'est carrément la même chose. Et le web marketing aussi, c'est la même chose que le marketing digital et le marketing numérique. Et tu viens de toucher un point, et généralement, toujours mes formations, toujours, c'est faire attention au jargon. Le jargon dit le web marketing, le marketing digital en général, et le marketing est tellement riche que vous pouvez trouver une chose en anglais, il y a beaucoup d'anglicisme aussi. Donc, par exemple, si vous allez trouver une chose qu'on a vue dans cette formation, par exemple, le SEO, un autre est le référencement naturel, un autre est le référencement organique, etc. Donc, faites très attention à une grande similitude entre plusieurs mots, mais c'est à vous juste de chercher sur Internet et vous allez dire « Ah, elle est parce que c'est ça finalement. » Qu'en pensez-vous des formations en ligne sur le digital marketing pour les débutants? Monsieur, c'est Madame Meliki Hidia. Meliki Hidia. Hidia peut-être. Hidia, je ne connais pas, mais c'est joli ici, c'est Hidia. Ok. Moi, vous demandez mon avis sur tout ce qui est en ligne. Moi, je suis pour tout ce qui est en ligne. Faites très, très attention. En ce moment, vous trouvez énormément, surtout si vous commencez à chercher sur Internet, vous allez être maintenant reciblé, c'est ce qu'on avait dit, parce que des fois, on cherche sur Internet, sur Google, on va être reciblé. Le même contenu que nos réseaux sociaux, avec énormément d'écoles qui nous disent venez, voilà, il y a le marketing digital ici. Il faut faire très, très, très attention à lire d'abord sur l'école qui propose ça, voir est-ce qu'il y a de bons commentaires, parce que des fois, ils te disent oui, la formation coûte 4 000 $, mais pour vous, c'est 39 $. Donc là, on voit que c'est du n'importe quoi. On n'est pas un maçonnier. Donc, c'est une vraie formation. Donc, faites très attention à l'école qui propose ça. Il y a énormément de choses gratuites. Vous pouvez voir sur YouTube, etc. Il y a énormément de choses, des blogs qui sont hyper intéressants. Donc, moi, par exemple, si je vous raconte un peu mon cursus, quand j'étais en Algérie, j'ai travaillé pour DDB. On faisait tout ce qui est, voilà, les médias traditionnels. Et après, en bout de 2006, comme ça, 2007, j'ai vu que le digital commençait à prendre un peu de l'ampleur. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller à Montréal. Et tout mon métier, même si je fais des études, donc à HEC et business, mais tout mon métier, je l'ai appris sur le tas et je l'ai appris grâce à Internet. Donc, voilà. Donc, dans le marketing digital, il faut énormément de curiosité. Ça va hyper rapide. Donc, il faut vraiment toujours être à l'affût des nouvelles technologies, des nouvelles techniques et surtout bouquiner. Voilà. Qu'en pensez-vous? Voilà. La formation, exemple, la formation que propose Google. Voilà, j'allais vous dire. Faites les certifications que propose Google. Faites les certifications Blueprint que propose Facebook. Donc, les deux franchement, sont super. Voilà. Voilà, développer sa communication RSE. Voilà, Amina, tu as tout compris. Je souhaite plus d'éclaircissements sur le SIA et le SEO. OK, donc le SEO, c'est quoi? C'est le référencement naturel et organique. Le SIA, c'est quoi? C'est le référencement payant. Donc, pour pouvoir avoir un beau SEO, il faut, par exemple, si vous êtes une page, un site web de psychologue, admettons. Donc, vous allez voir votre expert en SEO. Cet expert en SEO, normalement, on le paye chaque mois. OK, c'est un montant. Chaque mois, c'est comme un abonnement téléphonique parce qu'il faut un travail continu à acharné. Ça ne coûte pas très, très cher. Je ne sais pas les prix en Algérie, mais ça ne coûte pas, ça ne devrait pas coûter cher. Par exemple, je vais optimiser un mot-clé par mot de page. Pour ça, je vous ai dit, votre site web, il faut qu'au moins qu'il y ait 300 à 500 mots-clés. Mais si un site qui parle sur le psychologue, et moi, je vais aller l'optimiser sur chaussures rouges. Ça
ça ne fonctionne pas. Il faut juste que le mot psychologue soit répété plusieurs fois, mais pas répété d'une façon intelligente, ok? Parce que Google sait que vous êtes en train de répéter le mot juste pour être le premier. Donc cette personne-là, vous allez lui dire d'optimiser 1 à 2 mots-clés par page. De toute façon, on ne peut pas optimiser plus. Donc, par page sur votre site web. Et il va commencer à faire d'abord les annuaires. Il va commencer à optimiser les mots-clés, les mettre en graphe, un site web ou en italique parce que Google lit les reliefs qu'il y a entre le gras italique et le texte normal. Bref, il y a énormément de techniques que vous allez faire avec cette personne-là pour pouvoir être propulsé sur les premières recherches. Oui, c'est gratuit, mais dans Google Sites, c'est gratuit. Mais vous devez engager quelqu'un pour le faire. OK? Ou là, une agence qui sont spécialisées en SEO. Maintenant, si vous n'arrivez pas à être les premiers parce que le mot-clé est hyper concurrent, par exemple, si vous êtes une agence de voyage, laissez tomber le mot voyage. Même si vous mettez toutes les techniques que vous voulez, vous n'allez jamais combattre hotel.com, booking.com, Expedia, etc. Donc, laissez tomber ça. Mais ce que vous pouvez faire, vous pouvez acheter ce mot-clé. Vous l'achetez chez Google. À chaque fois que quelqu'un va taper voyage, il y a votre annonce qui va apparaître. Quelqu'un qui va cliquer, vous allez perdre 1, 2 dollars, etc. Donc, voilà la différence entre les deux. J'espère que j'ai été claire. Web marketing en tant que métier, une structure, excusez-moi. Donc, web marketing en tant que métier, structure en interne versus externalisation. Vous parlez d'un cabinet marketing externe. Donc, très bonne question. Ça dépend quel genre d'entreprise vous êtes. Si vous êtes une TPE, une PME, et vous avez votre corps de métier, et vous le maîtrisez bien, mais vous ne maîtrisez pas c'est quoi le marketing digital, je vous conseille d'externaliser ça. Le fait d'externaliser votre marketing, il faut l'externaliser à des personnes de confiance pour ne pas vous raconter n'importe quoi, pour n'importe quel métier d'ailleurs. Parce qu'ils peuvent vous faire plein de choses et vous n'êtes pas connaisseur de ce métier-là, donc il faut toujours les challenger. Pourquoi j'ai dit d'abord, avant de commencer la formation, cette formation est faite pour vous donner certains points pour que vous puissiez challenger soit votre département marketing ou votre agence. Donc, en tant que si vous travaillez ou vous avez une TPE, PME, il faut d'abord essayer aussi de vous informer sur le marketing digital, de savoir ce qu'il y a et aussi de suivre. Parce qu'une bonne agence digitale essaie aussi de vous former en même temps. Moi, par exemple, avant d'accepter un contrat, j'offre toujours une formation au départ aux clients pour qu'ils sachent quel langage je parle. Donc, externaliser. Et là, je suis de toute façon dans le monde actuel, avec la transformation digitale, c'est le monde il faut se concentrer sur son cours de métier et essayer toujours d'externaliser. Si ce n'est pas mon métier. Mais si vous êtes une PME ou bien une grande entreprise, c'est toujours bien d'avoir une personne qui comprend ça et que vous engagez dans votre entreprise pour être l'interlocuteur de cette agence ou de ce cabinet marketing. Donc, et elle peut transformer vos objectifs commerciaux en stratégie digitale, la discuter avec le cabinet pour pouvoir après attendre que ce cabinet lui donne un livrable, le challenger, etc. Donc, il y a énormément entre guillemets, je ne vais pas dire ça, de fausses agences de marketing digital. Marketing digital, ce n'est pas seulement maîtriser les réseaux sociaux, mais de voir le projet en généralité, en globalité. C'est pour ça qu'un cabinet de marketing global ou de communication globale pourra mieux vous conseiller qu'un freelancer ou une agence digitale qui se dit digitale, mais ils font juste les réseaux sociaux. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'espère que c'était clair. Donc, oui, pour l'externalisation, avec un minimum de challenge. Et si vous avez la capacité d'avoir quelqu'un sur place qui maîtrise le marketing digital, mais qui ne peut pas tout faire parce que, comme vous voyez, c'est énormément de choses, c'est bien de recruter pour pouvoir challenger l'agence, etc.
Donc, voilà. Rachid, j'espère que j'étais claire. Lorsqu'on parle de marketing engagé socialement, dans quel cas pensez-vous qu'il serait appréciable en Algérie? Aux States, par exemple, beaucoup d'entreprises et grandes entreprises utilisent ça. Par exemple, le mouvement Black Lives Matter ou Pride Dance. Et souvent, ça crée un feedback positif. Donc, Anna, je peux vous dire ce que vous n'allez pas faire. OK? Tout ce qui, en Algérie, il faut s'éloigner de tout ce qui est ethnique. Sauf si c'est pour l'union. Donc, il faut éviter ça. Il faut éviter tout ce qui est, en général, tout ce qui est religieux. Il faut aussi éviter tout ce qui est politique, si vous êtes une marque, sauf si vous allez l'assumer. OK? Ça, c'est ce qu'il faut éviter. Maintenant, il y a énormément de causes sociales que vous pouvez plaider ou la soutenir. Donc, il y a énormément. Je vous dis ce qu'il faut éviter. Il y a une marque que je vous invite à voir. Il y a une marque qui s'appelle Mio au Maroc, M-I-O. Ils font un excellent travail et ils ont pas suivi une association ou point de vue social, par exemple tout ce qui est développement durable, etc. Ils ont mis l'accent sur c'est-à-dire que les hommes peuvent aussi faire le ménage et etc. J'aime pas le mot parce que les deux, ils doivent faire ça. Mais puisque culturellement, par exemple, le maghreb, c'est la femme qui fait le ménage et c'est la femme qui assure plusieurs casquettes la maison et aussi en dehors de la maison. Donc, cette marque-là a voulu bousculer les mœurs. C'est un gros pari qu'ils ont pris parce qu'il y en a qui prennent ça vraiment d'une façon très personnelle, le fait qu'un homme fasse le ménage chez lui. Et ils ont fait 2 campagnes qui sont excellentes et qui ont été bien perçues, qui ont été même reprises à l'étranger. Donc, je vous invite à aller voir on va lire leur étude de cas, ça s'appelle MIO. Donc, vous pouvez bousculer les mœurs, mais il faut juste avoir une tactique après avoir fait cette campagne. Si ça tourne mal, qu'est-ce que je dois faire? Mais il faut faire attention quand on veut bousculer certaines traditions et cultures. Sinon, faire de l'associatif en essayant d'éviter certains secteurs qui sont un peu mal perçus, quoi. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Maintenant, Nessima, merci à toi. Amazous Camélia, s'il vous plaît, pour la deuxième question, il faut très bien maîtriser et approfondir ses connaissances. Dans quoi exactement pour une étudiante qui veut se spécialiser en marketing digital? Ok, donc moi, ce que je viens de vous présenter, et je pense que les uns vont quand même vous envoyer cette présentation, j'ai mis tout ce que vous devez savoir. Il reste 10 à 15% des choses voilà, un peu plus approfondies. Maintenant, c'est à vous, marketing digital, donc fait le côté réseaux sociaux, fait le côté SEO. SEO, il faut un peu être développeur pour le faire. OK? Donc, on peut maîtriser tout l'IBAN, c'est-à-dire tout ce qui est annuaire, tout ce qui est contenu, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est comme acheter une maison. Si vous allez faire un site, c'est comme acheter une maison qui est belle de l'extérieur et dès que vous rentrez, vous voyez les infiltrations à travers la main. Donc, vous voyez énormément de choses qui vont mal dans cette maison, même si elle est belle, elle a un beau jardin, etc. Un site web, il faut qu'il soit beau de l'intérieur, dans la programmation et de l'extérieur, donc dans le web design. OK? Donc, il faut être un développeur pour faire du SEO. Maintenant, côté marketing, mais on peut carrément savoir comme moi, c'est quoi les techniques du SEO sans pour autant faire du SEO. C'est pas moi qui fais du SEO chez Mex. Donc, c'est un développeur qui le fait. OK, il y a un spécialiste en SEO qui peut ne pas être développeur, mais moi, au moins, il fait le code et tout. Donc, vous avez les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on dit maintenant, si je réponds à la question, est-ce que ça va disparaître? Une personne qui me dit, est-ce que ça va disparaître? Ça va évoluer. Je ne pense pas maintenant que les réseaux sociaux, ça n'engage que moi. Que avoir un réseau social peut suffire. C'est surtout le gestionnaire de contenu. Surtout ça.
c'est la gestion de contenu de mon réseau social. Qu'est-ce que je vais produire? Je préfère produire un post semaine qui soit hyper réfléchi et ou là, une vidéo. Bien sûr, les vidéos sont les contenus le plus vus, qui est hyper belle à voir, qui est partageable, que avoir une présence tout le temps sans valeur ajoutée. Je dis très souvent, je vois un Mubaraka. Euh, c'est des posts que tout le monde met. On peut la mettre, il n'y a pas de problème. Mais mettre que ça, صباح الخير صباح الخير مساء الخير bonne nuit جمعة مباركة, c'est pas ça être une marque engagée socialement avec ses clients. Vous pouvez aussi essayer de vous pencher vers le gestionnaire de contenu, les médias, c'est-à-dire la publicité en ligne, a aussi un grand avenir. Mais je pense que le gestionnaire de contenu, si malheureusement en Algérie, moi j'ai fait l'école bien sûr publique comme tout le monde, et ils ne nous ont jamais poussé à lire des livres, à perfectionner notre français. C'est quelque chose qu'on va apprendre nous-mêmes. Donc essayez vraiment, parce que maintenant on ne peut pas engager, moi en tant qu'entrepreneur, j'ai une équipe de 10. La première chose que je fais, c'est les tests de français. Il faut bien écrire, il faut savoir séduire juste un client par un écrit, par un slogan. Donc surtout dans une société qui maintenant a déjà au français, l'arabia ma kainash, donc déjà le français. Donc surtout si on est aussi dans le B2B. Il y a aussi un volet très intéressant pour vous, c'est le digital RH, c'est le marketing des ressources humaines. Et ça, c'est hyper intéressant. Moi, j'adore ça personnellement. Donc, ça dépend ce que vous aimez. Et surtout, faites pas confiance aux écoles, faites pas confiance aux... Vous avez un prof qui va vous donner tout ça. C'est à vous de puiser sur Internet. Il y a énormément de choses sur Internet. Voilà. Donc, oui, on arrive à la fin. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Ben, je suis très ravie de vous avoir eu et j'espère que ce webinaire vous a apporté des choses et des points que vous ne connaissiez pas avant ou approfondi certains points que vous connaissez. N'ayez pas peur si vous avez retenu juste 30% de tout ça. C'est tout à fait normal. De toute façon, on va vous envoyer l'enregistrement. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez mon email ici. Il y a aussi Lisa qui rentrera en contact avec vous si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et puis, en espérant vous voir dans d'autres webinaires. Voilà. Merci beaucoup. Merci Neila Mknessi, une séance enrichissante. Merci à tous les participants d'être présents. On vous donne rendez-vous très bientôt, d'autres webinaires, d'autres thématiques d'actualité. Restez juste branchés sur nos réseaux sociaux. À très bientôt et merci. Au revoir.